388 Une nuit trouble alors que l'aura frénétique et violente jaillit du mince brouillard gris, le 6 rue des Blouses Blanches trembla légèrement, comme sous le choc. Sur un lit dans une pièce calme en diagonale au-dessous de l'appartement de Franca, un homme dont les yeux étaient bien fermés, apparemment endormi, s'est soudainement réveillé. Il regarda avec méfiance et crainte la source de l'aura terrifiante. Au même moment, sous l'église Saint-Robert, dans l'enceinte du bureau de l'Inquisition du quartier du Marché, Angoulême de François, qui était de garde de nuit, se leva d'un bond et s'apprêtait à se précipiter vers l'endroit où étaient scellés les objets mystiques. Il espérait améliorer sa capacité à gérer les accidents et les catastrophes dans un court laps de temps. Dans d'autres pièces, Imré, Valentine et les autres ont également ressenti l'aura violente qui semblait secouer toute rêve. Certains tremblaient, tandis que d'autres pâlissaient. C'était encore plus terrifiant que le désastre de l'arbre de l'ombre. Cependant, ils ne sont pas restés immobiles. Certains se sont précipités hors de la pièce pour rejoindre Angoulême, tandis que d'autres ont levé les bras et ont prié en toute hâte le soleil avant de sprinter vers l'église Saint-Robert au-dessus. Quartier de la cathédrale commémorative, 11 rue des Fontaines. Gardner Martin, qui caressait son armure complète, fronça les sourcils et jeta un regard perplexe vers la région sud-est. Il sentit quelque chose l'appeler, faisant bouillir son sang. Au plus profond de Trèves, Olson, l'homme affamé ressemblant à un ours qui trimballait une petite valise marron, a soudainement dressé ses oreilles pour écouter tout mouvement à proximité. Les bruits lointains des meurtres et des cris lui parvinrent faiblement. Les yeux du superviseur de l'ordre de la Croix de Fer et de sang brillaient de férocité et de folie. Il tendit la main droite et la pressa contre son cou. Un fil indiscernable a émergé, émettant un sang ardent. Dans la région insulaire au centre du fleuve Srenzo, la cathédrale Sainte-Viève de l'église du Soleil éternel de feu était déjà plongée dans l'obscurité. Seul le clocher voisin restait éclairé. Mais à ce moment-là, la cathédrale endormie se baignait soudain dans un soleil éclatant. La lumière du soleil a inondé les dômes en forme d'oignon, illuminant chaque vitrail. Au nord de Trèves, au cœur du quartier de la cathédrale, d'imposantes cheminées noires de fer dominaient la cathédrale patriarcale du dieu de la vapeur et des machines. Des grondements résonnaient alors que l'énorme machine à vapeur installée dans la cathédrale prenait vie. De grandes quantités de brouillard blanc pâle s'échappaient des cheminées ressemblant à une forêt, enveloppant le ciel nocturne. Dans le quartier Eraste, une petite ville tout près du cloître du Sacré-Cœur, un Golden Retriever et la dame à côté de lui se sont retournés et ont regardé au loin la métropole de Trèves. Au sein du château du Cygne Rouge, le comte Pouffet, déjà allongé sur son lit, ouvrit les yeux. Il sentit l'ancien château tout entier devenir extrêmement oppressant, et des rugissements et des cris cauchemardesques résonnaient des profondeurs souterraines. Caché dans une pièce en diagonale en dessous de l'appartement de Franca, Loki venait de réagir à l'aura violente et terrifiante. Avant qu'il puisse invoquer le raid qui possédait Lumian et l'utiliser pour s'échapper à travers le monde des esprits avec l'hyperprudence, l'obscurité environnante s'intensifia instantanément, avalant le clair de lune cramoisie et apportant un calme extrême à la zone. Les pensées de Lumian sont revenues à la normale. Il canalisa sa colère, déversant toutes ses émotions refoulées dans les flammes pourpres. Allez au diable! Avec un grognement sourd, il fit un pas en avant vers la gauche, les yeux saillants de vaisseau rouge tout en se tordant la taille et en balançant son poing droit de toutes ses forces. Avec une explosion sourde, les flammes sur le corps de Lumian se sont fusionnées à la surface de son poing, se condensant naturellement en une boule de feu blanche et flamboyante. La boule de feu blanche et flamboyante a jailli du poing droit de Lumian, suivant un chemin prédéterminé, et s'est écrasée contre le mur à côté de l'appartement. La voix qu'il venait d'entendre émanait de derrière le mur. Boum! Un grand trou a déchiré le mur, révélant un homme debout dans le couloir. Il avait les cheveux bruns, les yeux bruns et un visage décharné. Il était la marionnette que Loki avait employée ce soir-là. C'était lui qui avait parlé. Avant que Lumian ne puisse réaliser qu'il n'avait pas trouvé le vrai Loki, l'obscurité l'envahit comme un raz de marée, l'engloutissant. Ayant déjà exprimé sa colère et ses flammes, le cœur de Lumian s'est rapidement calmé. Il ferma inconsciemment les yeux et tomba lentement au sol. Son visage déformé a commencé à se détendre et son corps et son âme ont retrouvé la paix. Il ne montrait plus aucun signe de perte de contrôle. Vêtu d'une robe noire de veuve et d'un bonnet voilé, Ella a émergé de l'obscurité. Étant la plus proche de l'appartement en cherchant les traces de la bataille entre Loki et Lumian, elle fut sans aucun doute la première arrivée. Sans hésitation, elle fit disparaître Lumian, Franca, Loki et les deux marionnettes. Sa silhouette s'est estompée et l'obscurité dense s'est rapidement dissipée. Hormis le mur effondré, aucune preuve n'est restée sur les lieux. 2 secondes plus tard, l'appartement était soudainement baigné de soleil. Dans une mine inhabitée sous Trèves. Ils étaient tous dans un profond sommeil, à l'exception d'Ella. Son visage pâle resta conscient alors qu'elle se tenait sur le côté. La vice-présidente de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés n'avait plus les cheveux secs et flétris qu'elle avait auparavant. Ils s'étaient transformés en mèches lisses, portant désormais la couleur de la nuit. Elle sortit un flacon rempli d'alcool et but un tiers de son contenu avant de fixer son regard sur Lumian. Le front d'Ella commença à se fissurer silencieusement, émettant une lueur étrange et ancienne qui se manifesta par une porte de bronze ancienne et indescriptible. La porte vacilla et grinça, révélant un espace étroit. Au-delà s'étendaient des ténèbres sans fin,
rempli d'innombrables yeux denses et indescriptibles qui semblaient se cacher à l'intérieur. Sous l'influence de cette aura mortelle, le raid attaché à Lumian s'envola sans résistance. En un instant, il atterrit sur le sol et là leva sa main droite, la pressant contre son front. L'ancienne porte de bronze disparut et la faible lumière se retira dans la fissure. Ella reporta son attention sur Loki toujours endormi. Le leader du Poisson d'Avril avait un visage ordinaire, se fondant dans la foule comme n'importe quel autre habitant de la rue des Blouses Blanches. Ella le regarda pendant un bref instant avant que ses yeux ne perdent leur concentration. Dans le rêve de Loki. Ella est apparue, vêtue d'une tenue de veuve noire, devant un ancien château enveloppé d'un fin brouillard gris. Les portes massives du château étaient grandes ouvertes, étrangement silencieuses comme l'entrée d'un cimetière. Ella leva les yeux vers le château noir avec ses nombreuses flèches et sa forme mince avant de franchir la porte. Elle traversa l'atrium faiblement éclairé et se dirigea vers le hall, où étaient suspendus d'étranges lustres aux sources de lumière inconnues. De nombreux invités remplissaient la salle, leurs expressions figées comme des statues de cire, immobiles. Entourées de dizaines, voire de centaines de statues de cire, se trouvait une plateforme grise avec 3 marches en pierre. Au milieu de la plateforme se trouvait une ancienne chaise rouge foncée. Un homme d'une vingtaine d'années occupait le siège. Il portait un haut de forme en soie et un frac noir, avec des yeux gris foncés et des cheveux bruns courts. Sous son arête de nez haute, la courbe subtile de sa bouche cachait un sourire non évident. Appuyant sur les accoudoirs des 2 côtés, l'homme se détendit et se pencha en arrière sur sa chaise. « Qui es-tu » Sa voix résonnait dans l'ancien château, comme pour interroger Ella. Ella est passée devant la foule soupçonnée d'être des statues de cire et est arrivée devant l'homme. Sa voix froide resta impassible alors qu'elle demandait « Loki, tu ne me reconnais pas ?» Le sourire de Loki s'intensifia. « Ella, tu venue après tout ?» Saisissant l'opportunité présentée par son état de rêve, Ella le confronta directement. « Pourquoi avez-vous fait du mal à un membre de la société de recherche ?» Le regard de Loki se leva et il laissa échapper un rire. « Le seul but que servent ces imbéciles est de nous amuser. Vous devez savoir que l'apocalypse est imminente, dans quelques années seulement. Ils sont tous destinés à mourir, tôt ou tard. Il vaut mieux qu'ils se sacrifient maintenant pour nous offrir du divertissement. » Ella se tut, et un silence glacial enveloppa le rêve, l'air devenant plus froid. Des mains délabrées et d'un blanc pâle s'étendaient du sol en pierre et des murs environnants. Après quelques instants, Ella reprit la parole. « Pourquoi as-tu fait du mal à Moldu ?» Le rire de Loki cessa brusquement, remplacé par un sourire narquois alors qu'il regardait Ella. « Parce que... » Son expression changea soudainement et Ella sentit un danger imminent dans le rêve. « Parce que les célestes dignent du ciel et de la terre pour les bénédictions. » La voix de Loki s'estompa rapidement, et le rêve tout entier commença à s'effondrer sous la volonté d'Ella. L'ancien château s'est désintégré en fragments, disparaissant dans une obscurité à la fois étrange et pure. De retour dans le monde réel, au plus profond de la mine inhabitée sous trêve, Ella ouvrit les yeux. D'innombrables petites créatures se tortillaient sous sa peau blanc pâle. En un instant, sa forme a changé et s'est réassemblée, ne présentant plus les étranges anomalies qu'elle avait montrées plus tôt. Le corps de Loki s'était désintégré en une mare de chair et de sang, avec des vers grotesques rampant à l'intérieur et à l'extérieur. Ella observa silencieusement, mais aucune caractéristique de Beyondé n'émergea des restes. Dans le château noir comme du sang enveloppé dans un fin brouillard, un cercueil rouge foncé gisait dans une chambre sinistre. Soudain, une main blanc pâle émergea du cercueil, agrippant son rebord en bois.